Bonsoir, je m'appelle Sylvain Peterlango, je suis kinésithérapeute et ce soir je vais vous parler un peu de mon métier. Je vais vous parler de sciences, de pseudosciences et on va faire un petit tour du monde pour parler de tout ça. On va aller dans le Middle West américain, on va aller retour à Londres pendant la Première Guerre mondiale. On va faire un petit tour dans le labo de Pasteur aussi, un petit peu dans mon cabinet et puis en France, dès ce qui se passe un petit peu dans les laboratoires de biomécanique. Donc je vous embarque pour tout ça. Mon objectif pour ce soir, c'est que plus jamais vous posiez la question quelle est la différence entre un kiné et un ostéo. Vous verrez, c'était une question de moyens. Si. L'AFIS et NoFekMed viennent de co-signer un communiqué dénonçant la sanction pour non-confraternité visant des médecins qui avaient critiqué des pratiques non fondées scientifiquement, et en particulier l'homéopathie. Et c'est donc tout naturellement que nous accueillons ce soir Sylvain Peterlango, qui est membre du collectif NoFekMed, qui soutient la médecine et les soins fondés sur des preuves scientifiques. Kinésithérapeute libéral à Poitiers, il a poursuivi un cursus de méthodologie de la recherche clinique et de gestion de bases de données aux universités de Sao Paulo, de Grenoble, de Bordeaux et de Paris. Depuis 2015, il participe aux recherches cliniques de l'AFMCK, une association de kinésithérapeutes, et il est fondateur de TMS Lab, un fonds de dotation dédié à la recherche. Peut-on tout remettre en place d'un geste sûr? Les mains peuvent-elles, à elles seules, détecter une maladie et la soigner simplement par le toucher? Face aux douleurs, aux vertiges, aux gènes du quotidien ou du quotidien, la tentation est grande de se tourner vers les thérapies manuelles. C'est naturel, sans médicaments, artisanal, c'est rassurant. Pour autant, les disciplines se mélangent souvent dans la perception des patients, kinésithérapie, ostéopathie, chiropraxie, éthiopathie. Sur Internet, on trouve même, alors j'ai noté, des propositions d'ostéopathie quantique, énergétique à distance, donc sans contact, énergo-vibratoire au diapason, chamanique, karmique, encore de la chiropraxie network spinale et de nombreux spécialistes en biorésonance. Mais très concrètement, quand on a mal au dos, que faire? Que valent vraiment ces thérapies? Où en est la science? Entre espoir, effets réels, effets contextuels et idées reçues, le sujet reste souvent brouillé. Ce soir, notre conférencier va nous aider à y voir plus clair, revisiter l'histoire des thérapies manuelles, distinguer ce qu'elles sont, ce qu'elles ne sont pas, décrire les mécanismes en jeu, leur efficacité, identifier ce qui aide vraiment et à quelles conditions. Cette conférence durera environ 1 heure et à la suite, nous aurons une séance de questions-réponses. Bonne conférence. Merci Jean-Claude pour cette présentation. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour m'écouter. Donc on va parler de thérapie manuelle, où en est la science, on va parler de médecine et de pseudomédecine, de sciences et de pseudosciences, qui sont en miroir. Je vais prendre ce petit fil rouge du mal de dos, parce que c'est le principal motif de consultation, ça représente un tiers de nos patients, donc c'est là-dessus qu'il y a le plus de science, il y a plus de choses à dire, donc ça va me servir de fil rouge. Première diapo à la première personne, je me suis dit qu'on est dans le quartier d'université, donc je vais avoir un public exigeant. Donc je vais situer ma parole. Donc d'où je parle, ça c'est une vraie phrase d'universitaire. D'où je parle. Donc je suis kinésithérapeute libéral. Donc mon métier c'est vraiment soigner des gens qui ont mal au dos principalement. Donc ce cabinet, la compagnie des kinés. Je travaille aux 3 cités à Poitiers, donc avec un public populaire. Je travaille aussi dans un CMSI, un centre médical de soins immédiats. Donc je prends des gens en urgence sans rendez-vous. Et je suis membre donc du collectif NoFekMed, donc qui est ce collectif de médecins qui se sont retrouvés à la base sur Twitter et qui ont comme fait d'armes surtout d'avoir fait une tribune dans le Figaro qui a eu pas mal d'impact, qui a par chaîne de conséquences amené au déremboursement de l'homéopathie. Donc j'en fais partie depuis 2019 et je suis aussi fondateur du coup du TMS Lab. Donc si vous avez des généraux donateurs, c'est un de mes liens d'intérêt. Donc on finance de la recherche, on cherche des mécènes pour financer la recherche dans les troubles musculo-squelettiques. Aussi un de mes principaux conflits d'intérêts, je suis kiné conventionné, en tiers payant, donc je suis lié à l'assurance maladie, donc c'est un principal lien. J'ai tout à fait intérêt à ce que vous soyez heureux de donner des cotisations à l'URSSAF pour qu'ensuite la sécurité sociale puisse être généreuse avec moi, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Donc c'est possible que je dise du bien de l'assurance maladie au fur et à mesure de mes diapos.
Où en est la science en fait? On va y aller assez vite, presque commencer par la fin. Où en est la science? Des choses que vous avez déjà vues. Vous connaissez déjà ça, hein, l'assurance maladie nous a dit, c'est une campagne de pub de 2019, le bon traitement c'est le mouvement. Et le mouvement, on dit surtout du mouvement actif, c'est-à-dire que c'est la personne qui va elle-même bouger. On n'est pas sur un mouvement passif où c'est de la thérapie manuelle, c'est quelqu'un d'autre qui va vous faire bouger. Ça fait aussi un petit peu de bien, on en reparlera en détail en plateau, mais principalement c'est ça. Ce qui marche le mieux, c'est de bouger. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Une petite histoire de la science, parce que c'est pas si vieux que ça. Que ce que nous dit, t'aimes bien la course à pied, j'entends ça, oui. C'est en soi le meilleur sport d'ailleurs. Grosse idée reçue sur la course à pied. On imagine que les secousses, ça va faire mal, et en fait, je ne vais pas dire ça, et peut-être pas un jour, c'est tout. Et en fait, au contraire, c'est les coureurs à pied parmi tous les sportifs qui ont le moins mal au dos. Statistiquement, on a moins mal au dos quand on fait de la course à pied que n'importe quel autre sport. Et ça se vérifie en laboratoire. L'alternance de pression-dépression à 1 Hz, c'est-à-dire au rythme de la course sur un disque intervertébral, ça va au contraire hydrater le disque et améliorer sa physiologie. Que nous dit l'HAS? L'HAS, c'est la Haute Autorité en Santé, donc c'est le ministère de la Santé qui rassemble des experts de différentes professions pour établir des recommandations de bonnes pratiques. Il y en a une qui est sortie en 2019 sur précisément le mal de dos. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Les thérapies passives ne doivent pas utilisées isolément, qu'elles n'ont pas aucune efficacité sur l'évolution de la lombalgie. Voilà, ça pose le débat, c'est ce que cette conférence d'experts, et c'est vraiment bien fait, c'est fait de façon transparente, vous avez tout ça en ligne, vous avez même expert par expert, tout ce qu'ils vont avoir dit, sur quelle littérature ils se basent, etc. Donc c'est fait de façon transparente, donc voilà leur conclusion. Pas de thérapie manuelle, de thérapie passive, de façon isolée. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je vous dis, c'est pas si vieux, ça date de 86, moi je suis né en 87. C'est pas si vieux, ça c'est un article du New England Journal of Medicine. Si vous connaissez pas, c'est le journal qui a le plus gros impact parmi toutes les revues médicales. Chaque article qui est publié là-dessus, cette année, c'est cité par 78 autres articles. Donc il y a un effet de cascade très important, c'est vraiment tout en haut de la pyramide. Et c'est c'est l'aboutissement d'une carrière de chercheur de publier là-dedans. En 1986, qu'est-ce qu'on se demandait? On ne se demandait pas s'il fallait bouger ou pas, ou qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. On se demandait combien de temps il fallait rester au lit quand on avait mal au dos. Donc là, on a un essai contrôlé randomisé, c'est-à-dire qu'on a pris toutes choses égales par ailleurs, 2 groupes de patients qu'on a séparés. Il y en a à qui on a dit demander, donc qui avaient mal au dos, on leur demandait de rester 2 jours strict au lit, d'autres 7 jours strict au lit. Et les conclusions étaient un peu... ils sont surpris les chercheurs, parce que ceux qui étaient restés que 2 jours au lit, ils allaient presque un peu mieux que ceux qui étaient restés 7 jours. 10 ans plus tard, en 95, là on commence à se poser plus de questions, on essaye le repos strict au lit, des exercices, mais des exercices hyper prudents, vraiment, il faut y aller tout doucement, on bouge un tout petit peu, etc. Et puis le groupe placebo, à l'époque, le groupe test, témoin, on fait exactement ce qu'on se disait qu'il fallait pas faire, de continuer à vivre et de bouger comme d'habitude. Et ben, je vous le donne en mille, ça a été vraiment, ça fait date cet article, parce que c'était la première fois que c'est le groupe où on faisait rien qui allait mieux que dans le groupe test. On testait quelque chose et en fait, on s'est rendu compte que il valait mieux rien faire. Donc là-dessus, on était toxique. C'était vraiment le faux bon conseil. Donc si vous souhaitez du mal à quelqu'un qui a mal au dos, dites-lui surtout de rester au lit. Il ira encore pire qu'avant, que s'il faisait rien. Et donc pareil, les exercices mais prudents, avec plein de précautions, faut y aller tout doucement, faut surtout pas se faire mal, etc. Et ben pareil, c'est toxique. Donc il ne faut pas conseiller ça non plus. Faut y aller quoi. Donc, pas de souci, au contraire, il vaut mieux rien faire, rien dire. Ça, c'était du coup il y a 30 ans. Là, c'est une base de données, ce que je vous mets là. Pedro, c'est la base de données faite par l'association des kinés d'Australie. Ils font une énorme base de données avec tout ce qui s'écrit sur toute la kiné, en fait, sur toutes causes confondues. J'aurais fait une recherche hier sur ce qui se connaissait, sur ce qui avait été écrit sur la lombalgie. On a plus de 3000 articles, donc on a quand même un corpus de connaissances. Donc, j'en reviens là-dessus. On peut produire de la connaissance et on va débunker ça tout de suite. On sait, clairement, on ne va pas dire qu'il y a encore des doutes. On a quand même pas mal de choses à présenter.
Et donc, voilà, il a fallu 30 ans plus tard, pourquoi aussi que je me moque un peu de l'assurance maladie, parce que le lag entre cet article-là, qui date de 95, et cette campagne-là, qui date de 2018-2019, bon, avant qu'on arrive à la santé publique, il nous a fallu un petit peu de temps. Bien. En tout cas, c'est de là que ça vient. On vient sur la kiné. Qu'est-ce que c'est la kiné? Je dis, c'est moi un de mes objectifs pour moi ce soir. Je veux que plus jamais, tous ceux qui vont écouter cette vidéo, qui sont là dans cette salle, plus jamais vous posiez la question, vous posiez la question à quelqu'un, quelle est la différence entre la kiné et l'ostéo. Moi, j'espère que ce sera vraiment clair pour vous. Nous sommes auxiliaires médicaux, ça veut dire que on exerce une partie de la médecine. On est en délégation de la médecine. Donc avec des obligations qui sont similaires. Ça, c'est notre article extrait du Code de la santé publique, notre décret d'acte. Et voilà ce que l'on doit faire, de la promotion de la santé, de la prévention, diagnostic kiné, c'est-à-dire de quelle façon il faut faire bouger les gens pour qu'ils aillent mieux, c'est ça ce qu'on appelle un diagnostic kiné, et le traitement, à partir du moment où, dans la pathologie que présentent les gens, le mouvement va être thérapeutique, le fait de faire bouger la personne, de les mettre dans une telle position, etc., on va être amené à intervenir. Ça fait partie de la solution. Trouble du mouvement, de la motricité de la personne, déficience, altération des capacités fonctionnelles. Voilà. On va continuer sur le juridique. Et là, on va faire un gros pas de côté. Je vous emmène dans la Cour de cassation à Aix-en-Provence en 1936. Là, je vais vous raconter une grande histoire. Pour savoir d'où est-ce que vient clairement cette disjonction entre médecine et pseudo-médecine, quelque part. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Madame Mercier. Madame Mercier, c'était en 1925. Elle a eu une affection nasale, sans doute une espèce de sinusite chronique. Et elle a rencontré un radiologue. Et donc, à l'époque, c'était la grande mode des rayons X. Et il a commencé à faire de la radiothérapie. Et donc, il a traité une pathologie bénigne, visiblement, avec des rayons X. Ça se passe pas bien, il la brûle, il surdose, elle a ce qu'on appelle une radiodermite, c'est-à-dire que l'intérieur du nez est brûlé, donc des complications. Et en 1929, la date est importante, elle porte plainte, enfin c'était son mari qui portait plainte, c'était l'époque, porte plainte pour elle, contre le radiologue. Le radiologue est condamné, en première instance il fait appel, il est recondamné à 200 000 francs d'amende, ça équivaut à 140 000 euros actuels, donc quand même une bonne sanction. Il va en cassation. Et avec cet argument-là, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de particularité vraiment juridique au fait que ce soit passé cette action se soit passée dans le cadre médical. C'est-à-dire que c'est sur le régime des délits. C'est une personne qui en a blessé une autre, et du coup, juridiquement, on en est là-dessus. Et donc, il va porter en cassation à dire, ben non, les délais sont prescrits, au bout de 3 ans, normalement, elle a mis 4 ans à porter plainte. Et donc là, il va y avoir une triple innovation juridique, dont vous avez certainement déjà entendu parler, par cette Cour de cassation. Première chose, elle dit que c'est pas un délit, c'est pas le problème, c'est un problème de contrat. Qu'à partir du moment où on prend rendez-vous et on est dans une espèce de soins de consultation avec un médecin ou un auxiliaire médical, il y a un contrat thérapeutique, un contrat de soins qui s'établit. Donc on est sur le droit des droits à contrat, même si c'est pas signé, etc. Il y a un contrat. Donc c'est pas prescrit et donc va pouvoir être condamné. Ça soulève un problème, c'est que normalement en contrat il y a un résultat et donc là on peut pas demander aux médecins, aux soignants s'engager à guérir le malade. Donc ils vont avoir cette disjonction là que vous connaissez déjà, je pense, qui est il va pas y avoir d'obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Il va y avoir une obligation de moyens, de mettre en place des moyens pour les plus adaptés pour soigner cette pathologie. Autre problème que ça soulève, quels moyens et comment est-ce qu'on choisit ces moyens? Et c'est là, c'est pour la première fois dans la loi française qu'apparaît cette notion-là, que les soins doivent être conformes aux données acquises de la science. Donc là, les moyens que doit choisir, et c'était pas le cas avant. Qu'il n'y avait pas forcément cette notion de chance. Innovation juridique qui a été reprise maintenant depuis un siècle. Ça a été un peu dépassé cette histoire de contrat avec les droits individuels récemment, les droits de la personne, j'y reviendrai un petit peu à la fin. Mais on est toujours dans ce cadre-là d'un contrat de soins. Et avec une obligation de moyens, et moyens choisis à partir des données acquises de la science. Et donc le médecin a été condamné.
Donc cette notion juridique, elle a écoulé dans tous les codes, dans les codes de santé publique et dans les codes de déontologie, donc de tous les soignants. Et donc voilà, moi un extrait de mon code de déontologie. Donc moi j'ai physiquement derrière tout ce que je fais, ce code-là vraiment, je l'ai derrière le dos, à dire que je dois faire des actes fondés sur les données actuelles de la science. Et donc, toujours dans la mesure possible, dans mes actes, dans mes raisonnements cliniques, quand je suis face à un patient, d'utiliser de la méthode scientifique. C'est une obligation légale et déontologique. Ce que, bien sûr, du coup, j'anticipe un petit peu avant, les pseudosciences n'ont pas. Elles n'ont pas du tout ces obligations de moyens en face. J'en reste sur la kiné, dire qu'on a du coup quelque part cette pression évolutive qui fait nous évoluer notre profession, parce que du coup, ce qu'on doit enseigner dans les écoles, ce qu'on doit pratiquer sur le terrain, ce qu'on doit recevoir comme enseignement dans les formations continues, ça doit être conforme aux données acquises de la science. Un exemple récent, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces pratiques-là, moi je l'ai beaucoup pratiqué, j'ai fait ça pendant 2 ans, uniquement ça, c'est la kiné respiratoire pédiatrique sur des enfants qui ont des bronchiolites, donc qui ont des bronchites du nourrisson, c'est quelque chose qui était très très pratiqué dans les années 90-2000. Ça c'est une affiche authentique du Conseil de l'Ordre en 2012, qui était encore à dire qu'il fallait le faire, qui défendait la profession là-dessus. On a une recommandation de la HAS de 2019 et qui nous dit que c'est pas lui recommandé. Ça vaut pas le coup. Alors clairement ça marche, on arrive à faire sortir les muqueuses, mais clairement ça vaut pas le coup, on n'améliore pas suffisamment le gamin, vraiment le nourrisson prend cher, on va pas dire autrement, pendant 2-3 minutes, il pleure beaucoup et c'est vraiment très désagréable comme soin, et vu l'efficacité que ça a, limitée, eh ben, ça vaut pas le coup, donc ce n'est pas recommandé. Donc les réseaux de garde de kiné respiratoire, spécifiquement pour cette pathologie, après pour d'autres pathologies ça reste recommandé, là-dessus spécifiquement. Donc c'est pas agréable pour la profession, moi c'est techniquement quelque chose que j'ai fait, mais quelque chose qu'on arrête de faire. Donc on a cette évolution petit à petit. On revient sur le mal de dos, le massage, clairement, c'est des indications limitées, et pas pour le mal de dos. On a des recommandations qui sont faites par donc le Collège de la mastokiné, qui est l'instance représentative de l'ensemble des associations, ordres, etc., et syndicats de la profession, qui établit des recommandations de bonne pratique, et le massage est limité aux recommandations sur du massage de cicatrices, sur une action vraiment sur la peau, ou pour drainer des œdèmes sur des membres qui gonflent, mais pas sur le mal de dos. Clairement, ça reste une thérapie passive et donc on n'est pas sur une recommandation. Donc dommage, mais sur le massage, clairement, on a une limitation. Donc pareil, petit à petit, les pratiques évoluent sur le terrain. Alors un gros mythe que je vais percer au niveau de la thérapie manuelle. Là, on est vraiment sur les limites physiologiques, et c'est un peu vexant toujours en tant que kiné, où on a l'impression qu'on s'est bien touché, qu'on a un bon sens tactile très développé, très aguerri. Et ben en fait on n'est pas bon. On n'est pas bon sur un type de palpation qui est celui où on va se demander quelle est la texture, est-ce que ça va être plutôt dur, plutôt mou, plutôt raide, plutôt souple, etc. Et ben 2 évaluateurs sont rarement d'accord. Là-dessus. Ce qui va être fiable, c'est on se demande si on appuie, et on sait bien où est-ce qu'on appuie, est-ce que je vous fais mal, est-ce que je vous fais pas mal. Ça, c'est relativement fiable, les gens vont donner une information qui va être fiable. Par contre, sans parler à la personne, juste de toucher les gens, dire c'est raide ou pas, et ben clairement, c'est comme une horloge avec une aiguille qui ferait comme ça, et il est entre 8h et 18h, et on n'en sait rien. Donc vraiment, on est dans le flou complet. Donc vraiment, cette écoute tissulaire de poser les mains sans rien dire, à se demander est-ce que c'est bloqué à tel endroit ou à tel endroit, c'est de l'esbrouf, vraiment. On a l'impression de sentir des choses, on a une espèce d'illusion tactile, mais clairement, on ne va pas loin. J'ai même eu du mal, moi, à m'en convaincre, même s'il y a eu pas mal d'études. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Ça, je vais présenter l'article que j'ai publié pour mon Master 1. Et ma conclusion, c'était que le geste que je faisais tous les jours au cabinet et avec mes collègues, fallait plus l'utiliser parce que, clairement, ça ne servait pas à grand-chose. Donc j'avais tous les biais possibles à dire, j'avais envie de prouver que ça marchait quand même. Et non. Quand même, avec toute la bonne foi possible, et pour pouvoir passer le peer review, donc la revue par les pairs pour passer un article,
quand même être de bonne foi, et présenter un peu sa méthode. Donc on avait tout essayé, donc lui c'est mon collègue Francis Lebrun qui travaille à Paris 20e, et donc on avait fait ce test-là, avec un test de décentrage de l'épaule pour voir si on trouvait que cette articulation de l'épaule était bloquée. On a essayé toutes les combinaisons possibles. Est-ce que le fait que je passe en premier, je vais trouver que c'est plus raide parce que l'épaule est moins chaude, etc. Est-ce que j'ai des préjugés? Donc tout était commun. On est passé sur 29 patients consécutifs qu'on avait au cabinet. Dès qu'on avait un patient qui avait mal à l'épaule, on tapait à la porte d'à côté. Pour que mon collègue refasse l'évaluation. On le faisait sur la même feuille. On disait, je sens que c'est plus ou moins raide sur une échelle de 0 à 100, etc. Est-ce que je trouve que l'épaule est bloquée? Oui, non. On avait notre étudiante kiné qui était dans la salle et qui attestait que oui, le patient était dans la même position. On avait fait exactement le même geste, etc. Tout était exactement pareil. On avait les mêmes informations, donc pour le même préjugé sur le patient, depuis combien de temps il avait mal, etc. Et clairement, la conclusion, c'est, si ça vous parle, donc le coefficient kappa, c'est-à-dire qu'on va, d'un point de vue statistique, éliminer le hasard, parce que forcément, il peut y avoir un accord dû au hasard. On était à 0,36, donc vraiment quelque chose de mauvais. On n'était pas à 0 complet. On a un petit quelque chose, mais vraiment pas suffisamment, rien de sérieux pour se baser un traitement là-dessus. Parce que vraiment, deux kinés qui vont passer l'un derrière l'autre, on va avoir des choses complètement différentes. Tout ça, c'est une seule petite étude. Là, ça, c'est un bouquin qui est épais comme ça, qui est un peu une bible de l'examen clinique. Et donc, des études comme ça, il y en a eu des dizaines et des dizaines de par le monde, centaines, je pense, d'études vraiment diagnostiques de qu'est-ce qui vaut la palpation. Ça, c'est l'édition 2022. Et c'est vraiment quelque chose que on est au-delà du doute raisonnable. Clairement, il ne faut pas se baser sur la palpation. De la douleur, oui, non, possible, mais pas de façon isolée et sans parler aux gens. Le mythe de la vertèbre bloquée. Alors, la vertèbre déplacée surtout. Alors, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vertèbre déplacée, clairement. Et on ne replace pas des vertèbres avec des mobilisations manuelles. Plusieurs choses. Donc, il y a eu pas mal d'études en labo là-dessus, à faire des manipulations sur cadavres avec des capteurs partout, à faire des manipulations à l'intérieur d'un scanner, etc. Avant, après la manipulation, il n'y a aucun changement. Pas de modification, voilà, ça ne bouge pas. Il y a une grosse limite aussi à la palpation, encore une fois. Alors, d'une part pour repérer des sensations, mais aussi pour repérer des volumes, des reliefs osseux. Il y a eu des études, on va se dire, on va marquer un point précis, donc une épine iliaque, donc une zone qu'on voit forcément très bien au niveau du bassin, qui ressort. Et on demande aux gens de faire la palpation d'où est-ce que c'est. Et en fait, on est à plus de 5 cm près, en fait. Donc on est vraiment pour quelque chose qui est évident qu'on a juste sous la peau, juste ici. On a des manipulations aussi qui ont été faites sous capteur et on est incapable de mobiliser moins de 3 vertèbres à la fois. Donc on ne peut pas mobiliser une seule vertèbre, c'est absolument impossible. Et donc il y a des concepts du coup de thérapie manuelle qui disent qu'on va bouger la partie droite de la 5e vertèbre sur la 4e, etc. C'est pas possible. C'est une vue de l'esprit. On a juste appuyé sur le dos et c'est tout. Ce qu'il y a comme mouvement, il y a des mouvements par contre physiologiques et ce qu'on a l'impression qui se passe quand on va justement faire bouger les gens, que ce soit avec des exercices ou avec des mobilisations, qu'un mouvement qui est physiologique va de nouveau se faire, qui était bloqué entre guillemets, donc il n'y a plus de mobilité. Le fait d'appuyer dessus, on va gagner en mobilité. Donc on force un peu et puis ça passe, quoi. Donc soit c'est la personne toute seule qui y arrive, et très souvent c'est ça. Ou alors avec une thérapie manuelle. Donc on va gagner un petit peu en amplitude. Bon, c'est pas un scoop et ça change pas grand chose. Il y a un petit effet aussi, je vais en parler là-dessus, un petit effet antalgique. Ça c'est ce qu'on appelle le gait control, c'est-à-dire que le fait qu'on sait tous, quand on va essayer de cogner le coude, et ben on va se mettre à frotter. Et en fait, c'est que le cerveau n'est pas capable de gérer 2 informations à la fois. Le système nerveux n'est pas capable de gérer 2 types d'informations très différentes à la fois. Donc, ou la douleur, ou la sensation tactile. Et la sensation tactile, donc, ou le chaud, ou le froid, etc. Et ben, ça va être prioritaire. Donc, on va sentir la sensation tactile, le frottement. On va sentir le chaud, le froid. Et on va moins sentir la douleur en dessous qui va passer en second plan.
Donc, à très court terme, ça va durer, ça va durer quelques minutes ou quelques heures, on va avoir ce petit effet antalgique, on va moins sentir la douleur comme ça. Ce qui a l'air de se passer, ça c'est un article que j'ai un petit peu contribué, qu'on a publié il y a 2 semaines, qui effectivement, on voit qu'il y a un mouvement, on était content d'arriver à prouver ça. On a fait la somme de 14 articles de biomécanique qui avaient entre 2 vertèbres, donc il y a les disques intervertébraux, et il y a un petit mouvement physiologique dans les vertèbres, dans les colonnes vertébrales saines. Il y a un mouvement qui se passe à ce niveau-là. Donc est-ce que quand on va... ça pourrait être une explication, mais on sait c'est juste chez les personnes saines, on n'a pas encore assez de données pour les personnes qui ont mal, qui sont symptomatiques. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Et est-ce que le fait de se remettre à bouger, on va recréer un mouvement comme ça qui va du coup être antalgique? On ne sait pas trop. Là pour le moment on est sur le front de la recherche. Une étude qu'on avait financée avec TMS Lab entre autres. Une autre étude, là, je vais encore vous parler de ce qu'on a fait. Il y a moyen quand même d'arriver à comprendre ce qui se passe au niveau, donc sans passer par la palpation, de ce qui se passe à l'intérieur. C'est une étude dont on a repris les données, qui a été de comparer un examen clinique fait par un kiné, où on essaye un exercice, on voit ce qui se passe, on fait un autre exercice, on voit ce qui se passe, etc. Et on arrive, chez pas mal de personnes, entre 50 et 70% des personnes qui ont mal au dos, à trouver un exercice, mais un exercice qui marche beaucoup mieux que les autres. Bouger globalement, ça fait du bien, ça, comme vous a dit la Sécu. Moi, vraiment, en tant que kiné, je peux vous dire qu'on trouve, il faut se creuser la tête, il faut 3 à 4 séances avant d'y arriver, mais on arrive à trouver un exercice qui marche beaucoup mieux que les autres. Et donc, auquel cas, on va demander aux gens de le répéter dans la journée, on va beaucoup être sur cette notion de prescription d'exercice. Et donc pourquoi? Peut-être parce qu'on recrée un mouvement physiologique et du coup on va avoir moins mal. Là-dessus, on n'a pas l'explication exacte. Ce qu'on a vu, c'est que quand on trouvait cet exercice qui marche beaucoup mieux que les autres, c'était des patients à qui on avait fait cet examen-là, et juste après, ils étaient passés chez le radiologue, et ils avaient fait des examens, des injections diagnostiques, c'est-à-dire qu'on avait piqué jusqu'à trouver à quel endroit ça faisait mal. Avec injecter des produits anesthésiques. Et donc le critère, c'était si sur une piqûre, il y avait 80% de douleur en moins, c'était ça qui se passait. Et donc c'est chez ces patients-là où on arrivait à trouver vraiment un exercice qui fonctionne mieux que les autres. On avait retrouvé, donc on était très content de nos données, une fissure radiale du disque, c'est-à-dire la première étape pour qu'il y ait une hernie discale qui se forme. C'est-à-dire que dans cette partie-là du disque, l'achinalnus fibrosus, qui est une partie cartilagineuse, qui ressemble à vraiment une pelure d'oignon, donc qui est un peu raide, c'est dur comme le nez, hein, donc c'est quelque chose comme le cartilage du nez, c'est quelque chose de très ferme, et il peut y avoir une fissure radiale. Donc on voyait à la discographie, donc on injectait un produit de contraste à l'intérieur du disque, et on voyait cette fissure apparaître. Donc sur 80 patients, il y a eu un seul faux positif, donc on se dit, il y a quelque chose qui se passe. Donc où on est la science, qu'est-ce qui marche? Donc de faire ces examens, de trouver les exercices déjà de base. Nous, ce qu'on a à faire, c'est beaucoup d'éducation, c'est expliquer ça, hein, qu'il faut pas avoir peur de bouger. Ça sert à rien non plus de se faire très mal, mais pas avoir peur de bouger. Gérer cette motivation, parce qu'on est souvent au faux du saut à ce moment-là. Une prescription d'exercice, de choisir l'exercice, et plus ou moins une mobilisation, mais toujours dans cette idée qu'on va aider les gens à rebouger et à bouger par eux-mêmes. Et donc c'est là où on peut se placer une thérapie manuelle, mais dans un cadre beaucoup plus large. Et c'est vraiment de façon presque anecdotique ou secondaire en tout cas. Un petit mot, ça c'est pas ma spécialité, mais clairement c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est encore une diapo de l'assurance maladie. Le principal, et de loin, principal facteur pour qu'une lombalgie, c'est-à-dire un mal de dos, perdure dans le temps, c'est pas biomécanique, c'est pas l'intensité de douleur, etc. C'est l'insatisfaction au travail. C'est pas forcément de porter des charges lourdes ou des trucs, c'est l'insatisfaction au travail. Si ça va pas au boulot, quelle que soit la cause, on va pas avoir les ressources suffisantes pour gérer son mal de dos. C'est de loin le principal facteur. Une fois que la pathologie est là, c'est un principal facteur de maintien, c'est l'insatisfaction au travail. Donc on est sur quelque chose si je vous ouvre ça, qui est quelque chose de beaucoup plus large, d'un problème sociétal, quoi. Bon, on va parler pseudomédecine alors.
On va élever un peu son niveau de vigilance, là, comme le suricate. La pseudomédecine dans tout ça. Je vais repartir sur de l'histoire de l'ostéopathie. On se place à Kirkville. Kirkville, donc c'est le berceau de l'ostéopathie aux États-Unis. C'est dans le Missouri, en pleine Middle West. C'était une zone qui ressemble un peu au bassin parisien, il y a un peu le même climat qu'ici. Et il y a eu, dans les années 1830-1840, une immense épidémie de variole. Donc tous les 90% de la population indienne a disparu à ce moment-là. Donc c'est vraiment la conquête de l'Ouest comme on peut imaginer, les pionniers. C'est une zone qui est très peu peuplée, mais surtout par des immigrés hollandais, allemands et quelques Irlandais qui se comprennent très mal. On le sait, ça a été traversé par la guerre de sécession et les officiers se plaignaient que les gens ne les comprenaient pas quand ils donnaient leurs ordres. Des fermes isolées. Et on est à un moment où c'est de la médecine, ce qu'ils appellent la médecine héroïque. En fait, comment est-ce qu'on faisait pour devenir médecin à ce moment-là ? C'était beaucoup des anciens soigneurs de la guerre de sécession qui s'étaient occupés de leurs camarades pendant la guerre. Ils se donnent le titre d'infirmier, puis ils se donnent le titre de médecin, parce que de toute façon, personne ne contrôle. Ou alors, on passait quelques mois avec quelqu'un qui se disait médecin, et puis on devenait médecin à son tour. Donc c'est de la médecine héroïque, ils avaient comme surtout leurs mains, un peu de whisky, de l'huile de ricin et puis et très peu, un peu d'opium. Et c'est à peu près tout ce qu'ils étaient capables de faire. Et donc là-dessus, il y en a un parmi ces médecins un peu autodidactes qui a eu une révélation mystique et du coup, ce qu'il nous raconte que le 24 juin 1874 à 10h, il a reçu l'ostéopathie comme un don de Dieu. Et tout ça baigne comme une bonne partie du 19e, dans un grand bain de vitalisme. Et c'est revendiqué par ce fondateur et encore comme bon nombre d'ostéopathes actuels. Petit détour sur ce que c'est que le vitalisme. Pareil, je ne suis pas expert et j'ai vu qu'il y avait des très bons articles sur la FIS, sur les revues Sciences et Pseudosciences sur le vitalisme. Je vous fais un peu d'auto-promo. C'est quelque chose une philosophie qui date du XVIIIe siècle, qui est un peu bercée de panthéisme avec cette idée que Dieu est partout et Dieu va tout créer dans chaque recoin du monde. Et cette idée que vraiment le vivant, c'est pas la même matérialité, c'est pas la même matière, c'est pas la même loi de la physique qui se passe à l'intérieur du vivant qu'à l'extérieur, que dans le monde minéral, etc. Que dans le vivant, il y a un principe vital, une force vitale, un élan vital. Ça dépend quel philosophe défendait ça. Ils avaient chacun leur notion. En tout cas, qu'il y avait quelque chose qui émergeait d'un peu partout et qui faisait que la vie était la vie, quoi. Ça a entraîné le fait qu'il y ait la génération spontanée, c'est-à-dire que la vie se crée de nulle part. On en veut pour preuve que si je laisse un verre d'eau ici, on revient dans quelques jours, il y aura des moisissures, il y aura des plantes, il y aura des insectes. La vie va naître à cet endroit-là. Cette idée aussi, cette notion du corps, que chaque organe a sa vie propre. Et chaque organe a à l'intérieur de la génération spontanée qui va recréer de la vie petit à petit. Et que, donc là, ce qu'on vraiment dans l'ostéopathie, c'est que c'est un malentendu, en fait, qu'il faut appuyer un petit peu, redonner ces informations au corps pour qu'il se régénère et que la vie renaisse dans les différents organes. Et c'est une opinion qui est absolument banale au XIXe siècle. On est complètement là-dessus. Première brèche là-dedans, c'est qu'on a commencé par un chimiste allemand, dont j'ai mangé le nom, en 1828, qui a, par hasard, produit de l'urée, qui est la principale composante de l'urine. Et donc, lui, un produit qui était particulièrement biologique, il a dit qu'il a réussi à le faire dans son laboratoire. Je me suis dit, ah tiens, il y avait une petite brèche à dire, en fait, la biochimie, on arrive à faire de la chimie, avec la chimie, la même chose que fait la biologie. Donc, il y a eu une petite indication. Celui qui a plié le match, c'est Pasteur, qui a fait cette expérience en disant, il a fait un bouillon de culture, donc il arrive à stériliser tout ça, il le laisse à l'air libre, et puis, si on laisse à l'air libre, effectivement, son bouillon de culture, donc de l'eau avec tout un tas d'éléments nutritifs pour que ça se développe, et la vie va naître à ce moment-là. Va apparaître. Il a fait la même expérience avec un long bec, donc c'est pas complètement fermé, mais il y a juste un bec qui va filtrer les particules,
Et en fait, rien ne se développe à ce moment-là. S'il n'y a pas de contamination extérieure, eh ben, rien ne se développe. Il casse le bec, et là, ça va se développer. Donc la preuve que si on ouvre la brèche, eh ben, donc, avec ces notions, du coup, tout ce qui va... cette notion de contamination, cette notion de microbes qui va avoir beaucoup d'impact aussi, même en impact social, mais du coup à la fin du 19e siècle, sur cette notion d'épidémie, qu'on n'est pas sur une mauvaise hygiène de vie. On parlait de la maladie de la malaria parce que c'était les mauvais airs, et maintenant on sait maintenant que c'est transmissible par les moustiques, etc., etc. Donc on sait que les maladies sont contagieuses, une partie des maladies en tout cas sont contagieuses, et qu'il n'y a pas de génération spontanée, que la vie se transmet de proche en proche. Et bien sûr, autre brèche là-dedans, c'est les théories de l'évolution de Darwin, où on sait que c'est de proche en proche que petit à petit la vie évolue. On revient sur l'ostéopathie, donc dire sur cette base, et c'était normal qu'à cet endroit-là, et surtout aussi isolé, qu'on ait des notions purement vitalistes. Donc le voici, ce fondateur de l'ostéopathie, Andrew Stewart Still, qui nous décrit un peu son idée. Donc sa révélation mystique, c'était ça. Ce n'en soit pas une si mauvaise idée, parce que là, il est en train de nous décrire que le flux sanguin est synonyme de santé, bon, bien sûr, et que la perturbation locale ou générale du sang oblige le muscle à se contracter, à comprimer les flux du sang, et les os pourraient être utiles comme levier pour soulager la pression. C'est le mécanisme d'une crampe, globalement, une crampe musculaire, effectivement. Le sang circule moins bien pour différentes raisons, ou métaboliques, ou le muscle est fatigué, etc. Et le muscle va se contracter. Bon. Et effectivement, le fait de tirer dessus, on va utiliser les os comme levier, et ben on va casser la crampe, comme on dit dans le jargon sportif, et on va faire céder la... Bonne observation, mais à partir de là, il va nous dire qu'il va être capable de traiter, en tordant un homme, son expression c'est tordre un homme d'une certaine façon, et traiter de la diphtérie, traiter des maladies contagieuses et toutes sortes de problèmes. Sachant encore que on est en 1874, on est 20 ans avant la création de la radiographie. Donc avec cette notion de vertèbres déplacées, etc., on a été très très loin des notions de biomécanique qu'on puisse avoir. Donc c'était quelque chose qui pouvait être un peu plausible à l'époque. Et effectivement, si on soulage quelqu'un d'une crampe, il va être content et ça va aller mieux, et on va avoir cet effet antalgique. Mais on certainement pas traiter des maladies contagieuses. Ça avait vraiment cette prétention à l'époque, l'ostéopathie, d'être une médecine à part entière et de A à Z. Un gros refus par le fondateur de toute médecine, tout médicament, même si c'est des plantes ou autres. L'idée, c'est que le corps est la pharmacie de Dieu. Donc cette idée qu'il faut développer ce vitalisme, appuyer sur les organes, et c'est un malentendu, la pathologie, en fait. Il faut juste réinformer le corps de comment est-ce qu'il doit fonctionner, et la façon de faire, c'est de le toucher, c'est d'appuyer, etc. Et donc de stimuler ce flux sanguin et le corps va s'auto-générer, en fait. Il va, par génération spontanée, générer le médicament qui va amener la guérison. Donc cette expression que le corps est la pharmacie de Dieu, quoi. On n'a plus tout à fait ces notions-là actuellement, mais c'est passé par le New Age, j'en reparle un tout petit peu après, mais c'est exactement la même notion qu'on peut avoir dans le discours ostéopathique, à dire que le corps fonctionne tout seul, il faut le laisser fonctionner, etc. Donc on n'a pas des résultats tout de suite parce qu'il faut attendre que le corps fonctionne. Et le New Age, globalement, en grand raccourci, c'est qu'on a transformé le côté, la référence à Dieu par la référence à la nature. Et donc on est à peu près là-dessus. L'idée que c'est naturel. Ensuite, de l'histoire de l'ostéopathie. Je vais vous parler des USA. Il va y avoir une grosse différence entre l'ostéopathie américaine et l'ostéopathie européenne. On commence par les USA. Ce qui s'est passé aux USA, donc on est là en 1808, globalement l'État fédéral s'implante de plus en plus, commence à administrer de plus en plus finement l'ensemble du territoire, et l'État fédéral va demander à ce monsieur qui est Abraham Flexner, qui est un pédagogue, qui est un universitaire, de faire le tour des universités, de tout ce qui s'enseigne, là où s'enseigne la médecine dans toute Amérique du Nord, USA et Canada, et de faire des préconisations pour l'évolution. Pour dire là où est-ce qu'on était à l'époque, il a trouvé que 10% des facultés ce qu'il appelait facultés de médecine, qui enseignaient la médecine en plus de 2 ans. La plupart, en moins de 2 ans, on pouvait devenir médecin.
Donc beaucoup de vues de l'esprit, beaucoup de choses. Donc ce rapport a fait beaucoup de bruit. Gros impact, il y a la moitié des médecins qui ont perdu leur possibilité d'exercer. Pareil, la moitié des écoles qui sont fermées. Et donc l'ostéopathie, y compris qui se voulait comme nouvelle médecine, passe sous les fourches codines de l'État fédéral. Et ce qui va se passer, c'est que c'est une histoire de famille, parce que y a eu du coup le fils du fondateur de l'ostéopathie et son petit-fils qui étaient aussi dans les écoles, et ils sont pas d'accord avec leur grand-père. Eux, dans ce qu'ils enseignent petit à petit, donc à Kirkville, et même on avait 7 à l'époque, ils avaient déjà essaimé. Et ils font petit à petit de plus en plus de médecine et de moins en moins d'ostéopathie puriste. Et le grand-père a eu cette phrase, et c'est cette position qui est restée célèbre parmi les ostéopathes, que keep it pure, garder ça pur. Ouais, lui, il voulait vraiment qu'on ne donne pas de médicaments, qu'on n'aille pas étudier la physiologie, que voilà, toutes ces choses qui venaient de la côte Est et d'Europe, c'était pas bon. Lui, il avait compris, et il était vraiment du terroir. Donc il dit keep it pure, vraiment garder ça pur. Il y a eu des combats homériques, et globalement, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que petit à petit, vraiment, c'est devenu de la médecine. Et donc, ceux qui exercent en tant qu'ostéopathes aux États-Unis sont médecins généralistes. Ils sont devenus petit à petit de plus en plus de médecine, et maintenant, c'est complètement résiduel. Alors, il a fallu... la dernière école à être passée vraiment côté médical, c'était en Californie, et c'était en 1974, donc il a fallu 64 ans avant que vraiment toute l'ostéopathie passe du côté médical, mais maintenant il y a eu des enquêtes là-dessus. Donc 10% des médecins généralistes américains utilisent par folklore le terme d'ostéopathie, mais exercent complètement de la médecine générale. Il y a eu des études là-dessus, et à part qu'ils passent 2 minutes de plus par consultation, par séance, il n'y a aucune différence dans leur pratique. Et ils ne font plus, à part de très rares cas isolés, et pour montrer l'unité de patient, ils ne font plus de thérapie manuelle. Donc vraiment deux mondes complètement différents. Et ce que je dis, avec finalement cette pression évolutive qu'il y a eu sur cette communauté, qui petit à petit, cette communauté d'ostéopathes américains, qui est devenue complètement médecin. Ce qui s'est passé pour l'Europe, c'est que y a eu cette rencontre là entre Andrew Thurstill, le fondateur, et ce monsieur qui est un Anglais, qui est John Littlejohn, qui était journaliste à la base, donc il venait voir ce qui se passait, et qui a été formé à l'ostéopathie à Chicago, et qui était même directeur de l'école d'ostéopathie de Chicago. Et dans ce grand élan en 1917 d'aide américaine à l'Europe, il va fonder une école d'ostéopathie à Londres. Et donc pour le coup, il se dit pas médecin, et il est vraiment du courant puriste. Et donc vraiment à suivre ces préceptes de style. Et c'est du coup cette branche-là, donc ce côté puriste qui va arriver et s'aimer en Europe. Donc ce qu'on connaît actuellement, ça vient de cette British School of Osteopathy, et donc vraiment qui est maintenant radicalement différente. Il n'y a plus aucun point commun entre les pratiques d'ostéopathie américaine et européenne. Ça va même s'amplifier finalement, encore plus de différences, vu qu'il ne va pas y avoir ce contrôle d'études médicales à ce moment-là, de ce côté-là de l'Atlantique. Ça va s'augmenter avec des théories New Age autour de la nature, des théories crânio-sacrées, donc on va rajouter des choses, c'est-à-dire que les os du crâne bougent ensemble, et bougent les uns par rapport aux autres, qui est quelque chose qui est mécaniquement pas possible et de toute façon pas palpable avec les doigts. Et c'est une ostéopathie fluidique, c'est-à-dire qu'on va capter avec les doigts les mouvements d'énergie, des fluides vitaux à l'intérieur du corps. Alors bien sûr, sur ce côté-là de l'Atlantique, il y a cette persistance du vitalisme, il y a vraiment cette prégnance du test palpatoire. Là, un petit laïus sur ce qu'appelle le mouvement respiratoire primaire, c'est quelque chose qui a été développé par les ostéopathes, c'est-à-dire que cette idée qu'on peut, avec les doigts, surtout en touchant les tempes ou en touchant quelqu'un, ressentir un mouvement respiratoire qui dure une trentaine de secondes, qui passe comme une vague, qui monte et qui descend. Ça
ça passe comme ça. Il y a un mouvement respiratoire primaire qui dure 30 secondes, il y a un mouvement respiratoire secondaire qui va être plus lent. Et clairement, pour le coup, les tests palpatoires que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une petite reproductibilité. On n'est pas très bon, mais au moins on est un petit peu de temps en temps d'accord. Là, clairement, il y a eu des dizaines d'études sur la palpation, la détection du mouvement respiratoire primaire. C'est 0 pointé. Il y a vraiment, on est en désaccord complet. Il y a vraiment, c'est du hasard pur, quoi. Mais c'est un test de base. On doit, dans une consultation d'ostéopathie pure jus, ressentir et palper ce mouvement respiratoire primaire. Je vais parler du New Age, du crânio-sacré, du fluidique. Donc ce que je trouve assez extraordinaire, quand même, ça permet de se moquer un peu d'eux, c'est que on espèce de capsule temporelle, quoi, qui est passée par cette voie-là, où on a de comment est-ce une pratique de comment on était soigné autant des cow-boys dans le Middle West, et je trouve ça assez fascinant en fait que cette pratique-là soit passée par là, par les détours, les hasards de la guerre et du hasard juridique. La chiropraxie, on est sur une histoire. Alors, bien sûr, on vous écoute un ostéopathe, il va vous dire que c'est très différent de la chiropraxie. La chiropracteur, exactement. L'histoire est à peu près parallèle, en fait. On a un gourou mystique qui était déjà dénoncé comme étant un charlatan dans la presse de Boston. Chicago. En 1895, déjà, il y a un article qui dit « N'allez pas voir lui, c'est un charlatan, etc. » Il va avoir une révélation mystique. Alors lui, son truc, c'est qu'il avait son concierge de son immeuble qui était sourd. Il lui a fait craquer le cou et le mec n'était plus sourd. C'était formidable, et tellement formidable que du coup il y a eu des générations de chiropracteurs qui ont essayé de faire craquer des coups de personnes sourdes, et on n'a jamais reproduit ça. C'est-à-dire à quel point lui il était fort quand même. On est dans cet élan vitaliste, on est avec cette idée plus précise que ça, c'est que on a bien compris que c'est le système nerveux central qui est le patron dans le corps, qui dirige les autres organes, donc c'est là qu'il faut agir. Et donc, comment on agit au plus près du système nerveux central ? On fait craquer fort les cervicales. Donc s'il y a une pathologie dans le corps, le problème c'est qu'il y a une cervicale qui bouge pas bien, ou une vertèbre qui bouge pas bien. Donc on va y aller, et puis si vous voulez vous faire peur, regardez sur YouTube Crack Chiropracteur, des vidéos qui font mal aux yeux, des chiropracteurs américains qui s'amusent à filmer tous leurs patients et à mettre ça sur YouTube. Voilà, c'est beaucoup de manipulation, et on fait craquer à haute validité vite et fort, quoi. C'est là où vraiment ça fait craquer. C'est encore une histoire de famille. Lui, c'est le fils de Palmer. Et pour le coup, alors ils ont réussi à passer en se disant, sous les fourches codines du rapport Flexner, en disant qu'on ne fait pas de la médecine, nous on fait un peu autre chose. Donc ils sont un peu assagis, mais c'est remonté ensuite. Donc les chiropracteurs exercent encore vraiment de cette façon-là. Pour le coup, il n'y a pas tellement de différence entre les chiropracteurs américains et les chiropracteurs européens. C'est une histoire de famille, donc ça a été donc le fils qui l'a particulièrement développé, et puis encore le petit-fils dans les années 60 qui a pris la suite et qui a développé donc l'Institut international de chiropraxie, etc. L'éthiopathie, alors c'est pas une histoire de famille, c'est une histoire de suspicion de plagiat, là, cette fois-ci. La même histoire, quoi, la même histoire d'une révélation mystique dans les mêmes années. Un ciel clair, le soleil brillant, Dieu qui amène quelque chose. C'est très, pour le coup, c'est très franco-français. Ça a été du coup un Français qui a repris un bouquin des années 1910 sur l'éthiopathie, il a repris le nom, etc. Et il a développé ça. Et c'est globalement la même chose. Le côté éthio, c'est dire que l'étiologie en grec, c'est l'origine. Donc on dit on a trouvé l'origine des pathologies. Donc toujours cette idée que l'origine, la vraie origine en fait, c'est pas un hasard, la pathologie, c'est un problème d'ajustement vertébral et d'ajustement d'articulation. Pour regarder de loin entre ce que fait un ostéopathe et ce que fait un éthiopathe, pas possible de faire la différence, quoi. Toujours avec ces notions de vitalisme, etc. Donc à peu près le même endroit, Chicago, le Middle West, et un parcours à peu près similaire. Alors est-ce que ça marche ? Je l'ai déjà dit, le bon traitement c'est le mouvement, c'est la grande question.
Donc ça fait partie du mouvement passif. Donc bien sûr les théories vitalistes elles amènent un peu n'importe où, surtout avec la variation palpatoire. Alors les syndicats d'ostéopathes défendent ça en disant que c'est de l'ostéodiversité et que c'est une richesse, que deux ostéopathes qui passent sur la même personne ils vont faire deux choses différentes. Donc c'est connu en fait, même à l'intérieur de la profession, qu'il n'y a pas de cohérence en fait, qu'il n'y a pas de dogme, mais c'est pas, on est sur de l'improvisation quoi. Donc c'est de l'ostéodiversité. Il y a cet effet antalgique transitoire dont je vous ai parlé, donc du gate control. On va se distraire un peu. Ça fait de l'effet hein, quand on vous fait craquer partout. On a fait une séance d'éthiopathie. On sent l'endorphine, hein, quand on sent qu'il s'est passé quelque chose. On ne sait plus trop comment ça s'appelle. Qu'est-ce que nous dit l'HAS ? Là, mon logo passe pas du tout. Ce que nous dit l'HAS, c'est que c'est pas recommandé, c'est question même qu'on se pose plus. Les dernières grandes revues littérature sur les manipulations datent d'il y a plus de 15 ans, parce que c'est une question, globalement, on a suffisamment de science maintenant pour se dire que c'est pas la peine de faire craquer, quoi. Je remets. L'assurance maladie nous dit que le bon traitement, c'est le mouvement. Donc clairement, la réponse est non, quoi. Est-ce que ça marche ? Voilà. De façon isolée, non. Ça peut pas faire de mal. On en arrive là parce qu'on se dit balance bénéfice-risque, si ça n'a aucun risque. Voilà. Bon. On va commencer par le plus grave. Il y a ces manipulations-là qui sont des rachis cervicales supérieurs. Ce qui se passe à cet endroit-là, c'est qu'il y a pas mal de vaisseaux qui passent. Et ça, c'est un cas clinique d'un jeune homme, une trentaine d'années, qui a eu une mobilisation, celle-ci, là. Donc la rotation de venir vite et fort, comme ça, à la main, et en forçant bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il s'est disséqué une artère vertébrale, et donc il a fait un AVC. Là, c'est l'image des radiologues qui lui ont sauvé la vie, où là, on voit que ça passe plus. Et donc, ils ont fait ce qu'il fallait. Les radiologues ont levé le caillot et lui font réparer son artère et le sang circule à nouveau. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un lock-in syndrome. C'est-à-dire, c'est comme le scaphandre et le papillon. On a la conscience, mais on n'a plus aucun mouvement, quoi. On a l'horizontalité du regard et c'est tout. Ouais, visiblement, il a récupéré dans le cas clinique qui est fini. Donc si ça peut faire du mal, alors c'est pas très fréquent, heureusement, c'est très difficile d'avoir des données, des fois on dit un cas sur 1 million, jusqu'à un cas sur 10 000, on présume que c'est sous-déclaré, ça vaut ce que ça vaut. Moi du coup dans mon service, je travaille au quotidien avec des médecins, des infirmiers urgentistes, je leur ai parlé, ils avaient tous une histoire à me raconter, donc même dans mon petit bassin de vie, il y en a. Moi j'ai eu une patiente au cabinet cette année à qui c'est arrivé, 32 ans, AVC, etc. Donc j'en ai vu de mes yeux il y a quelques mois. C'est pas quelque chose qui est non plus complètement exceptionnel. Donc c'est dangereux. Aussi, autre idée reçue, donc s'il y a des chiro, des ostéopathes, éthiopathes qui m'écoutent ou qui font de la thérapie manuelle, vraiment ne faites pas ça, c'est pas la peine, quoi. Il y a d'autres façons de faire. On peut faire des incantations vitalistes, on peut faire plein de choses, mais pas ça, quoi. Mobilisation à haute vélocité du rachis cervical supérieur, c'est pas la peine. Surtout, autre idée reçue, ça ne concerne pas les personnes âgées, ça concerne des jeunes. Ceux à qui ça arrive, ils ont globalement entre 30 et 45 ans. Quoi. Donc c'est pas parce qu'il y a une fragilité ou quoi que ce soit. Petite réflexion personnelle pour le coup, pourquoi est-ce si populaire ? Je pense que c'est beaucoup ce que ça appelle comme liberté, ces pratiques-là. Pour le praticien, pourquoi il y a tant de médecins ostéo, de kinés ostéo, etc. Pécuniairement, c'est une liberté tarifaire. Quand on est conventionné Sécu, on peut mettre les tarifs libres quand on fait de l'ostéopathie. Liberté de pratique, mais on n'est pas embarrassé par cette obligation de moyens et on peut faire des choses qui sont pas recommandées et c'est pas grave, on a le droit de le faire, c'est dans le cadre des pratiques. Et il y a cette liberté de parcours de soins, on n'est pas obligé d'être sous prescription médicale, on est à côté de tout ça. Et donc à la fois pour le praticien qui propose ses services et pour le patient, ça peut être intéressant de passer à côté ce parcours. Il y a ce côté mystérieux, cette idée que j'ai vraiment tout essayé, même voilà, ça amène beaucoup à la fin du désespoir avec sa pathologie, dire j'ai même essayé ça. Parce qu'on sait que c'est un peu irrationnel, enfin, on le voit, quoi. Et il y a ce côté qui est assez vendable, qui est ce qu'on surnomme le crack and go, c'est-à-dire on passe un passage au stand, on fait craquer, et puis on a l'impression que du coup c'est résolu
comme un problème mécanique et que tout est remis en place et que c'est bon. On n'a pas des séances et des séances de kiné, des temps de récupération, de la convalescence, etc. C'est dit, on a fixé le problème, on l'a résolu une bonne fois pour toutes, tout est en place et c'est bon. Donc ce qui se vend beaucoup dans ces thérapies-là, c'est de la séance unique. Pourquoi aussi si populaire? Ça, c'est une étude qui a été faite récemment au Danemark, où on a interrogé des gens toutes les semaines par texto pendant 1 an, à savoir s'ils avaient mal au dos. Donc il y a 1000 personnes qui ont répondu à ça. Et ils ont sorti ces stats-là qui sont collaborées par d'autres études, mais leurs graphiques sont pas mal. Et voilà comment évolue un mal de dos habituellement. Dans la moitié des cas, 52%, c'est des douleurs épisodiques. Donc ça monte, ça descend, puis on se récupère complètement. Puis on a de nouveau mal, et puis ça revient. Et comme ça, suivi sur 1 an. Il y a 2% des gens qui vont avoir de la chance, ça va faire mal une seule fois. 23%, ça va être fluctuant. Ceux qui n'ont pas de chance, il n'y en a finalement pas beaucoup. 2% où la douleur va rester toujours la même, et 1% où la douleur va augmenter. Et 14% où la douleur va diminuer et rester avec une petite douleur. Donc ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, si à J0, là, vous faites une séance globalement au moment où ça fait mal, où ça commence à faire mal, où ça fait le plus mal, et ben vous faites un traitement, quel qu'il soit, et ben ça va tomber bien parce que de toute façon, naturellement, quoi que vous fassiez, et ben ça va descendre. Donc y compris quand les gens viennent me voir, hein, je sais que globalement, il y a de grandes chances. Alors ça va revenir dans la moitié des cas. On a 72% de récidive à 1 an, ce qui est quand même considérable. Donc on est souvent dire qu'on a un premier épisode de mal de dos, on se dit que c'est le début d'une pathologie chronique. Hein. C'est pas forcément, il y a que 2% des gens pour qui ça va être qu'une seule fois. Quoi. Donc il y a ce côté-là de biais de sélection, biais de mémorisation. On va lancer un peu au hasard et puis ça va tomber au bon moment et voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui fait de la bonne pub de toute façon à qui que ce soit comme thérapeute, le fait que de toute façon ça va aller mieux quoi qu'on fasse. Quoi. On revient sur ce côté, ça peut pas faire de mal. Encore, réflexion là-dessus, ça alourdit le fardeau. Le fardeau, ce qu'on appelle fardeau en médecine, c'est mes collègues de médecine générale qui développent cette idée-là. C'est tout ce que ça va impliquer, le fait d'être malade, le fait de devoir prendre un traitement tous les jours, de plus pouvoir faire d'activité, de devoir faire attention à ça, d'avoir utilisé du matériel, etc. C'est quelque chose qui pèse sur la personne, le fardeau global de la maladie. Et avec cette réflexion que nous aussi on pèse, si on doit prescrire. Je sais que je fais attention à ça quand je demande aux gens de faire des exercices dans la maison. Si déjà ils ont une vie bien chargée, que ça va pas au boulot, que ça va pas à la maison, etc., leur demander en plus de faire des efforts, je vais encore en rajouter. Donc je vais pas non plus faire partie du problème là-dessus. Ces réflexions-là, quand on va prescrire des imageries complémentaires qui vont demander du temps, de l'investissement, etc., on va encore alourdir le fardeau. Donc si dans l'idée générale qu'en plus on a déjà un problème et qu'en plus il faut leur dire ce fardeau financier de se prendre, penser cette charge mentale, de faut aller prendre rendez-vous, se réserver cette mi-journée pour y aller, etc., pour quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, voilà. Au plus grave, il y a cette perte de chance. J'en ai vu là encore récemment, quelqu'un qui avait consulté un ostéopathe, qui avait une fracture du tibia en fait. Mais vu qu'il avait consulté, on lui avait fait craquer, on lui dit que tout allait bien, et ben elle a attendu plusieurs semaines avant qu'il vienne notre service d'urgence et qu'on fasse une radio et qu'on voit que le tibia était cassé. Quoi. Une petite fille qui avait marché sur sa douleur pendant un moment. Quoi. Je pense que c'est pas neutre non plus psychologiquement de vendre des faux espoirs, clairement. Il y a ce côté où on a tiré une cartouche. J'ai eu quelqu'un au téléphone encore aujourd'hui. Il disait j'ai déjà payé 80 € de chiro. Bon, donc voilà, oui, il n'a pas envie de s'investir plus. On m'a demandé mais est-ce que du coup je vais devoir payer, etc. C'est pas neutre, c'est décrit qu'il y ait des troubles de l'humeur justement après une consultation et on nous incite aussi à pas être trop rassurant ou injustement rassurant dans nos consultations parce que on sait que dans les 2-3 semaines qui suivent, alors on peut sortir avec des étoiles dans les yeux, on se dire c'est bon, ça va marcher, tout est en place, etc. On m'a dit que tout irait bien. Il y a une baisse de régime, il y a une espèce de wedding blues dans les 2-3 semaines qui suivent. Donc on peut avoir une espèce de dépression provoquée avec quelque chose qui était trop rassurant. Et il y a ce côté parasitage. Je pense que ça va être le plus polémique. Alors au pire, c'est les dérives sectaires, bien sûr, comme relativement peu présent, à part sur le côté un peu new age, un peu bizarre au niveau d'ostéopathe, mais c'est pas trop plus signalé que ça.
Le parasitage. Ce parasitage, c'est l'idée qu'on est sur. Ils émettent sur la même bande FM que nous, clairement, entre chiropracteurs et ils vont se placer de la même façon. C'est-à-dire que quand on va. Donc il va y avoir des parasites et que comme deux bandes FM qui sont trop proches, quoi. Et ça va avoir du mal à faire passer nos messages de santé publique, nos messages d'éducation thérapeutique là-dessus. Quand on va recevoir des patients dans un espace qu'on va appeler un cabinet, quand on va, ces clients-là, on va les appeler des patients, qu'on va appeler cet espace-temps une consultation, qu'on va appeler ça une anamnèse, un examen clinique, qu'on va dire qu'on fait un diagnostic. Clairement, tout ça, c'est de la pseudomédecine. C'est se vernir comme la pseudoscience se vernit d'un jargon scientifique. Là, la pseudomédecine s'habille d'un vernis de médecine, quoi. Avec, effectivement, c'est pas des mots qui sont déposés, mais clairement, on veut se faire passer pour de la médecine. Voilà, c'était cette image-là voilà, on est sur la même longueur d'onde et c'est plus difficile, clairement, de faire passer ce message-là. Donc je passe du temps à dire aux gens que non, ils n'ont pas le bassin décalé ou les rassurer, etc. S'il y a eu cette inquiétude-là. J'introduis une notion très importante qui est la notion de littératie en santé. La littératie en santé, c'est cette capacité de culture générale médicale, si vous voulez, cette capacité à comprendre son corps, à avoir des notions de physiologie, de ce qu'on doit faire, pas faire, ces notions de comment fonctionne un système de soins, vers qui je dois m'orienter, il faut que je prenne rendez-vous, etc., etc. Quelles sont les relations entre toute cette culture générale qui est extrêmement précieuse et c'est vraiment proportionnel. Plus on a, globalement on est CSP+, hein, mais on a une littératie en santé, plus on est en bonne santé ensuite, quoi. Plus on va avoir le meilleur comportement et si nous arrive quelque chose, on va avoir le meilleur comportement, aller voir les bonnes personnes, etc. Et c'est un bien qui est extrêmement précieux, que je vois vraiment, moi qui travaille en quartier populaire. Si parmi ça, donc dans ce bien précieux, on rajoute des choses qui sont des données qui sont vitalistes, qui sont de la pseudoscience, et là, ça va être plus compliqué derrière. Ça va perturber, surtout quand c'est des données, des injonctions qui vont être pas modifiables. Le bassin décalé et il n'y a qu'un grand crack qui peut le remettre en place, et dire que tant que on n'a pas fait un grand crack, ça peut pas aller mieux. Ou alors il faut aller voir telle personne et donc il y a une dépendance au thérapeute qui va se faire. La jambe plus courte que l'autre, oui, c'est une donnée comme ça. Alors pour le coup c'est de la pseudoscience, on peut avoir une jambe plus courte que l'autre et absolument pas avoir mal, y compris les jambes ça se vérifie vraiment à grande échelle, même les gens qui ont par un traumatisme une jambe qui va être raccourcie, une fracture qui va faire qu'une jambe va devenir plus courte que l'autre, et ils vont pas développer de problème derrière. C'est pas en soi un problème. La vertèbre déplacée, j'en ai parlé déjà. Donc si on se dit qu'on a une vertèbre déplacée et qu'il faut surtout pas bouger parce que si je rebouge trop, je vais me redéplacer cette vertèbre. Il va encore falloir que j'aille voir telle personne, etc., pour la remettre en place. Du coup, je vais avoir ce comportement inverse et donc du coup de pas oser bouger pour et donc perturber ce comportement de la santé derrière. Donc ça peut pas faire de mal. Je trouve que ce parasitage du message, il est compliqué. Des perspectives là-dessus. Donc il y a 40 000 ostéopathes en France actuellement. Il y en a, c'est encore la grande mode. Il y a 2000 étudiants jeunes diplômés qui sortent par an. Donc ça reste quand même, on est 100 000 kinés en comparaison. Donc, il y a une démographie qui est énorme, une progression là, depuis 2002 qui est considérable, où il y avait 2 à 3 000 ostéopathes à cette époque. Donc parmi ceux-là, il y en a 12 000 qui sont kiné-ostéo ou médecins, etc., ou aussi professionnels de santé. Donc, quelle perspective ? Clairement, mon souhait, ça serait qu'ils fassent plus leur cœur de métier, qu'ils fassent plus de médecine, de la kiné et raisonnablement l'ostéopathie. Si on se met dans leur place aussi, un modèle économique qui est fragile, maintenant une concurrence qui est féroce, il y a plus d'un ostéopathe pour 2000 habitants. En général, pour un médecin généraliste, c'est un médecin pour 3000 personnes. Donc là, on a plus de médecins de médecins généralistes sur le terrain que d'ostéopathes. Enfin moins du coup, plus d'ostéopathes. Donc on commence à avoir une démographie qui est galopante et même entre eux du coup une concurrence féroce. Et il est question, et nous on milite clairement pour ça, on milite au collectif No Fake Med pour un déremboursement, que ce soit plus une prise en charge par les mutuelles, que ce soit plus un argument marketing par les mutuelles de remboursement d'ostéopathie.
il y a un lobbying qui est forcément assez puissant, et que justement cette défense du modèle de consultation unique, donc j'avais surnommé le crack and go. Ce qui nous embête un peu, c'est qu'il y a un peu cette stratégie d'agnatologie, cette stratégie Philippe Maurice, quoi, de on sait jamais, on peut pas tout savoir, donc un petit discours un peu pour gagner du temps, à sortir des études, ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire qu'on prend une étude nulle part avec une méthodologie ou juste par hasard, elle nous a décrit que l'ostéopathie était plus efficace sur cet échantillon-là. Bon. Il y a cette musique-là de la part de syndicats d'ostéopathes. Il y a une mouvance quand même à l'intérieur de l'ostéopathie, parce qu'ils ont le droit effectivement de faire des choses vitalistes, mais ils ont aussi le droit de faire des pratiques qui se rapprochent des nôtres, de donner des bons conseils, de parler de bouger. Et donc il y a cette mouvance-là. Le BP, c'est Evidence-Based Practice. C'est en gros la façon moderne globalement de pratiquer, à la fois basée sur les études scientifiques, basée sur les préférences du patient, sur l'expérience des thérapeutes, basée sur les droits de la personne humaine. Donc il y a une partie de la profession qui tend vers ça. Je pense que c'est un mirage, parce que clairement, si les gens vont voir de l'ostéopathie, c'est pas pour faire quelque chose qui ressemble à de la kiné. Et je pense qu'ils sont vraiment enfermés dans ce côté de la séance unique, j'imagine pas qu'on puisse abandonner ce pourquoi on a été formé, ce pourquoi la société nous pousse, l'attente que peut avoir le client qu'on a en face. Renoncer à ça, je pense que c'est déjà pas une opinion majoritaire à l'intérieur de l'ostéopathie. Et il y a vraiment ce biais-là dans ce que j'entends. J'ai compris des bons copains là-dedans, mais clairement, dans cette mouvance-là, clairement, il y a toujours cette idée que de toute façon, l'ostéopathie, ça marche, et on va prouver que ça marchait. Il y a cette idée qu'on n'a pas encore réussi à prouver que ça marchait. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, on est au-delà du doute raisonnable, et clairement, ça marche pas si bien que ça, quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci à vous. Une question qui peut paraître un peu bébête. À votre avis, enfin pour ce que vous en savez, est-ce que la plupart des praticiens dont vous venez de nous parler sont des charlatans, ou est-ce qu'ils sont de bonne foi? Parce que simplement, enfin, je n'ai jamais subi ce genre de médecine, mais j'en entends beaucoup parler autour de moi et avec des très proches, et j'ai l'impression que pour certains soignants, ils sont vraiment convaincus de ce qu'ils font, que ce qu'ils font est bien. C'est-à-dire que vous avez parlé de faux espoirs et de charlatanisme, mais je n'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, j'en sais rien, à vrai dire, mais je vous pose la question. Alors oui, c'est des gens bien intentionnés, il n'y a pas de souci. Et je veux dire, c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté juridique, ils ont le droit de faire ce qu'ils font, il n'y a aucun souci. Pour le coup, il n'y a pas de mauvaises intentions derrière. Alors, quand j'ai affaire à des lobbyistes pro-homéopathie, bon, ils ont un discours de lobbyiste, donc avec des entourloupes, mais je pense que l'immense majorité sont des gens très bien intentionnés, bien sûr, et qui ont cette escalade de l'engagement, d'avoir fait 5 ans d'études là-dessus, etc. Ça a été extrêmement dur de renoncer. Moi, j'ai renoncé à une toute petite partie de ma pratique, et je vois que c'est pas simple, mais heureusement que je sais faire plein d'autres choses de ma vie que de faire du drainage des bronchiolites. Mais si c'est toute une vie, 5 ans d'études, c'est 5 ans d'études, ça reste considérable. Donc en 5 ans d'études, on a le temps d'être ingénieur, d'avoir un master 2, etc. Donc de renoncer à ça, je pense que c'est impossible. Même si on regarde ma vidéo, on me dire toutes les preuves possibles, je dis ouais, mais non, mais parce que j'ai des patients, j'ai des clients, ça marche bien, etc. On peut pas se dire qu'il y a rien, quoi. Je pense qu'il y a un coût cognitif qui est extrêmement difficile et dont beaucoup passent le pas. Il y a dans les 40 000 ostéopathes, il y en a 10 000 qui pratiquent plus, parce que économiquement ça n'a pas marché, ou parce qu'ils sont au courant de ça et qu'ils ont arrêté. Ça, donc non, il n'y a pas de mauvaise intention derrière. C'est des gens qui se croient soignants et qui croient faire du bien, bien sûr. Moi, je reviens à quelque chose que vous avez dit au tout début à propos de courir, parce que ça m'intéresse bien, mais ça m'a quand même étonné. Moi, j'ai l'impression que courir, c'est bien, ça fait du bien, mais à condition d'avoir une bonne musculature du dos quand même. Enfin, le dos, je pense que les articulations, les os en général, sont protégés par des muscles. Et je pense que si on a une mauvaise musculature du dos et si on court,
Si on court, ça peut quand même abîmer les vertèbres, non? Enfin, Et ben, de façon contre-intuitive, non. Non, vraiment, ça se dit en laboratoire. On prend un disque intervertébral et puis on va lui donner comme ça des impulsions à 1 Hz, même fortes. Au contraire, sa physiologie va s'améliorer, va être plus hydratée, etc. Et je dis, en fait, alors il y a peu de sports qui font mal au dos. Il y en a qu'un seul, c'est la lutte gréco-romaine, donc on est plutôt à l'abri. Sport de niche, c'est la seule chose qui augmente le risque d'avoir mal au dos. Mais sinon, non. Il y a souvent une corrélation inverse. C'est pas forcément le fait de ne pas avoir de muscles qui va faire mal au dos, c'est quand on va avoir mal au dos, bah, du coup on va moins bouger et on va se démuscler, etc. Donc ça va entretenir la pathologie, mais c'est un effet secondaire d'une douleur à la base. Mais oui, on est les premiers surpris parce qu'on a l'impression que bah oui, on va se tasser, etc. Bah, c'est à ça que nous sert la science et on était surpris là-dessus, oui, que vraiment sur grande échelle, les coureurs de fond, en plus les coureurs de fond, donc ceux qui font encore plus de pas que les autres, vont avoir moins mal au dos que les autres. Ouais. Globalement, et en plus sur la course à pied, on est sur une position assez neutre du rachis. C'est plus les positions contraignantes qui vont faire mal. Donc d'être longtemps penché, d'être longtemps assis. Le pire étant, mécaniquement, c'est assis avec des vibrations, voire penché avec des vibrations. Le pire encore pour se faire mal au dos, c'est, par une petite partie sociale là-dessus, c'est le marteau-piqueur. On est penché en avant, et on a des vibrations corps entier, c'est le pire du pire. Là, quelqu'un qui tient un marteau-piqueur, il a 7 fois plus de chances, enfin de risque en tout cas, d'avoir mal au dos que vous et moi qui sommes ici. 7 fois plus. Donc, et donc là, il y a vraiment un gradient social là-dessus. Je pense que c'est connu sur les chantiers. C'est connu sur les chantiers que celui qui tient le marteau-piqueur, il n'est jamais né ici. C'est toujours un immigré, quoi. Donc, et puis rarement blanc, quoi. Donc, la prochaine fois que vous voyez passer devant un chantier, celui qui tient le marteau-piqueur, il n'est pas de là, comme on dit chez moi, quoi. Bonsoir, oui, c'est ici. C'est là-bas. Bonsoir, merci pour votre présentation très intéressante. Moi j'ai 3 questions assez courtes. La première, c'est est-ce que la Haute Autorité de Santé a donné un avis sur toutes ces pratiques-là? La deuxième, c'est est-ce qu'il y a eu déjà des procès qui ont pu être intentés pour des personnes, contre ce type de professionnels? Et la dernière, c'est que sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup en fait d'ostéopathes qui pratiquent sur des bébés. Et je voulais avoir votre opinion là-dessus parce que si c'est pas du tout réglementé justement, en fait, les parents, je pense qu'ils pensent vraiment bien faire, etc. Parce que j'ai déjà vu en plus à chaque fois, c'est des manipulations, les bébés pleurent, etc. Et à la fin, ils disent ça s'est bien passé, on se revoit bientôt. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Merci. Alors plein de choses, il faudra me rappeler les différentes questions. Je commence par la dernière. Alors oui, c'est strictement interdit. Dans leur décret d'acte des ostéopathes, l'article 3, il interdit les manipulations cervicales sans avis médical. Et il interdit les touchés pelviens, tous les touchés internes, etc. Il interdit la pratique, tout type de pratique d'ostéopathie pour les nourrissons de moins de 6 mois sans consigne médicale. Donc oui, c'est interdit, et voilà. Oui, c'est interdit. Est-ce que c'est utile? Non. De temps en temps, l'enfant fait juste la sieste dans les bras de l'ostéo, c'est tant mieux, quelque part, juste pour faire une incantation, tant mieux. Quand il y a des manipulations, c'est de l'esbrouf. Il y a eu ce côté-là, c'était des ostéopathes, c'était très populaire sur les réseaux sociaux. C'est un ostéopathe allemand qui a inventé un syndrome de Kiss, qui se diagnostique uniquement par test palpatoire, donc avec la fiabilité que je vous dis, donc faut être ostéopathe et y croire très fort pour être capable de le diagnostiquer. Et l'idée, c'est que une vertèbre subluxée à la base du crâne, donc on est pile dans le dogme ostéo, fasse des problèmes de transit, de pleurs de l'enfant, etc., de remontée acide, etc. Et uniquement à cause de ça. Syndrome de Kiss. En plus, c'est un nom mignon, mais clairement, ça n'a aucune. C'est très populaire, mais ça n'a aucune. Et là, pour le coup, en plus, on est sur du public vulnérable, quoi. Enfin, je suis jeune papa aussi, mais c'est un moment où on dort plus. Évidemment, on a envie que tout aille bien et de cocher toutes les cases, y compris les plus mystérieuses. Et donc là-dessus, on alourdit le fardeau des jeunes parents. Oui, c'est sûr. La haute autorité, alors pas que je sache, ça a failli être fait, mais ça n'a pas été fait au niveau en 2019. Il n'y a pas de geste que font les kinés, les ostéos et chiro, que quelque part on n'est pas appris en école de kiné. Hein. Donc voilà, c'est inclus dedans. Hein. C'était inclus dans cette revue littérature, les manipulations, etc.
Pas que je sache pour la HAS, il y a eu des rapports de l'INSERM, oui, de l'INSERM, il y en a un autre qui m'échappe. Il y a des revues de littérature, pas ce qu'on appelle la Cochrane, qui est une instance d'une fondation américaine qui sont paranoïaques d'indépendance, et donc ils font des revues de littérature où ils s'enferment dans un hôtel quelque part dans le monde, à l'abri de tout le monde, où ils font des recommandations, et du coup qui concluent à peu près la même chose. En fait, on gagne un peu d'amplitude. Voilà, effectivement, on force un peu, donc ça va aller un peu plus loin, et puis cet effet antalgique transitoire, mais aucune évolution sur le long cours. Pour revenir sur l'existence de soignants qui sont à la fois médecins et ostéo ou kinés et ostéo, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu un mélange des genres un peu malhonnête et problématique, parce que d'un côté, ils bénéficient de leur statut de scientificité parce qu'ils sont médecins ou kinés et ils pratiquent une pratique non scientifique, et en plus, donc, comme vous expliquez qu'ils ont une obligation de moyens en tant que médecin et de kiné, mais qui pratiquent dans le même cabinet, que c'est la même personne, une pratique où ils n'ont pas d'obligation de moyens. Alors ça a été oui, c'est un problème qui a été soulevé là, par le Conseil de l'Ordre. C'est pas très longtemps qu'on a un Conseil de l'Ordre au niveau des kinés, ça fait une vingtaine d'années. Ils ont beaucoup travaillé à ça, que c'est interdit de pratiquer au même endroit, c'est interdit de pratiquer, de mettre kiné et ostéo sur la même plaque. Donc oui, on fait bien le lien, et oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est justement, pour moi, on s'achète avec, en tout cas à ces époques-là, on s'achetait une liberté tarifaire et une liberté de pratique avec des études d'ostéopathie. Donc non, juridiquement, il y a cette distinction qui est faite. Ouais. Sans être ostéopathe, sans être kiné non plus, la vie pratique, des fois, fait appel à nous justement pour une petite intervention. Des fois, c'est pour le relâchement des muscles. Des fois, c'est pour un petit peu une relaxation. Mais des fois aussi, en touchant une personne tombée par terre, on peut tout gâcher. Quelle est la meilleure méthode? Sans être professionnel, est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce qu'on doit s'abstenir justement de toucher ou bien de soulager un petit mal quelque part? Ce qui fait du bien, c'est la relation, c'est l'attention à l'autre. Et ça passe, après ça dépend, c'est des codes culturels, on se touche pas, ça dépend vraiment de... Mais c'est l'attention à l'autre, donc après c'est vraiment un toucher réconfortant, c'est tout, c'est la seule chose, c'est la seule chose qu'on peut conseiller, bien sûr. Avec cet effet que je vous ai dit, en fait, on met du chaud, on met du froid, on touche, on frotte, on fait penser à autre chose, il y a tout et on soulage, on rassure, bien sûr. C'est de la relation, ouais. C'est la relation humaine et ça qui peut passer par là, ouais. Oui, est-ce que vous pouvez parler des professionnels de la conduite et est-ce qu'ils présentent des pathologies spécifiques? Oui, la conduite d'engin est en soi un facteur de risque de mal de dos, entre autres. Oui. Si c'est là-dessus que vous entendez, oui. Le fait d'être assis avec des vibrations longues, donc des gens qui vont conduire des Manitou dans les entrepôts, des gens qui vont être taxis, qui vont être VTC, etc. Donc une grosse question de posture. Et oui, c'est un poste de travail contraignant. Ouais. Vous n'avez pas d'exemple en fait d'études qui auraient été menées avec plusieurs interventions où l'ostéopathie se serait justement mis à l'épreuve des preuves en comparant en fait une intervention ostéopathique avec une autre type d'intervention sur une certaine pathologie? Il n'y a jamais eu ce genre d'études. Ah si, de RCT, si, beaucoup. Ouais, beaucoup, dont dernièrement à la PHP, pas plus tard qu'en 2021, je crois. Ça a été, oui. Et globalement, ça n'a jamais, il n'y a jamais eu de supériorité de l'ostéopathie sur quoi que ce soit. Entre le traitement tel que recommandé par la HAS avec du mouvement, etc., ça n'a jamais été supérieur. Alors de façon isolée, non, c'est pas recommandé en fait. Si ça n'inclut pas de traitement actif, non, pour le coup, non, c'est moins efficace. Un traitement passif pur, pour le coup, est moins efficace. Et ça, c'est clairement pas recommandé. Donc oui, non, la non-recommandation, elle s'appuie sur des études. Et il y en a eu plusieurs dizaines à ma connaissance, ouais. Où un truc, on donnait un livret, un livret d'exercice, on comparait l'ostéopathie, on comparait la chiro, etc. Oui, ça, c'est des choses qui sont faites depuis une trentaine d'années, ouais. Alors moi, c'est plutôt un témoignage, je suis désolée, qui va un peu à l'encontre de ce que vous avez pu dire. Donc il y a 27 ans, donc je précise 27 ans, mon fils avait 4-5 mois à l'époque, et à force de le relever de façon... j'avais mal au dos. Bon. Donc j'ai été voir ma kiné ostéo.
Voilà, je précise bien. Donc elle s'est occupée de moi et du temps que je faisais le chèque, elle a tenu mon fils dans ses mains. Et là, elle me raconte mon accouchement en me disant, vous avez une césarienne, ça a été... Enfin, elle me donne les détails de mon accouchement qui avait été très compliqué. Et elle me dit, votre fils avait un torticolis du côté droit. Ben oui, c'est vrai, il est né avec un torticolis. Et il était tout marqué du côté droit dans le cou, donc, mais elle ne pouvait pas deviner, quoi. Voilà. Et elle m'a dit, elle a senti ça avec ses mains, bon, ok. Et du coup, elle nous a proposé une thérapie manuelle pour le crâne, pour mettre, voilà, parce qu'il avait des problèmes d'endormissement, enfin bon, je ne vais pas épiloguer. Et on a réfléchi longuement, parce que bon, c'est pas anodin. Et finalement, on lui a fait confiance, parce qu'on la connaissait déjà pour nous. Et alors, franchement, je n'ai pas regardé comment ça s'est passé, parce qu'au bout de 2 minutes, bon, c'est compliqué. Mais le fait est que, écoutez, ça a remis en place des choses, je pense, qui s'endormaient mieux. Voilà. C'est un témoignage, c'est tout. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça. J'ai fait ça cette semaine. Hein. Donc, ça se fait. Hein, on traite les torticolis congénitaux, effectivement. C'est de la tension musculaire, en fait. Donc, c'est de l'étirement. Et donc, c'est du relâchement, etc. Donc, oui, il n'y a rien de mystérieux derrière. C'est un muscle contracté. Donc... Et ça se sent avec les mains. Alors, ça se voit beaucoup, surtout, parce que l'enfant tourne toujours la tête du même côté et il ne va pas vouloir du tout. Donc, moi, je m'amuse à mettre comme ça avec maman ici, et puis je mets comme ça. Et, donc, d'un côté, il va tourner la tête, puis de l'autre côté, il ne va pas vouloir. Et puis, donc, je vois qu'il ne va pas tourner du coup de ce côté-là. Donc, oui, on a des techniques de relâchement musculaire et on se détend. Et effectivement, la tension globale. Le tonus musculaire global va baisser, et particulièrement sur cette tension-là. Donc c'est des techniques réflexes de détente, oui. Mais on n'a pas remis en place, quoi. On n'a pas fait un grand crack, etc. Mais alors pour le coup, ce qui va pas là derrière, c'est pas forcément, c'est l'explication. C'est dire qu'il y a quelque chose qui est pas en place, c'est pas le cas. Que les os du crâne ont bougé, etc. C'est pas le cas non plus. C'est une tension musculaire, c'est un torticolon congénital. Je voudrais simplement signaler que moi j'ai fait confiance, j'ai été adepte, on peut le dire, d'un ostéopathe, entre autres parisien, qui était ostéopathe à 100%, et qui s'est avéré être, je ne vais pas raconter toute mon histoire, mais enfin qui s'est quand même avéré faire partie d'un réseau sectaire, quoi, New Age. Et ce dont je me suis... et qui a été la cause d'une rupture familiale classique, parce qu'il a entraîné mon épouse, qui elle était plus fragile, etc. Donc je voudrais quand même le signaler qu'il n'y a pas que du... C'est pas aussi innocent que ça, quoi. Surtout que c'est très lié au New Age, etc. Donc, et cet ostéopathe, il a pignon sur rue vers les Champs-Élysées, quoi. Bon, enfin bref. Donc je voulais simplement alerter là-dessus, c'est ça un petit peu l'objet de ce soir, quoi. Je veux dire, bon, qu'il y a des miracles dans l'ostéopathie. Moi, j'ai été le voir parce que j'avais un vrai problème de dos et qu'il n'était pas très loin, et malheureusement, je suis tombé sur lui, quoi. Voilà, donc il y a toujours des gens qui sont convaincus. Moi, j'en suis plus convaincu du tout. Oui, bonjour et merci pour votre présentation. Et vous avez expliqué que pour des gens qui ont fait des études d'ostéopathie, évidemment, y renoncer, c'était très difficile, et qu'en outre, la plupart étaient de bonne foi et étaient convaincus d'apporter un bien-être pour leurs patients. À l'inverse, comment expliqueriez-vous la répétition des patients qui reviennent la plupart du temps, eux aussi ont la conviction que ça leur fait du bien ou ça leur a fait du bien, et ils reviennent pour se faire du bien à nouveau. Je dirais comme pour l'homéopathie d'ailleurs. D'où peut venir cette récurrence dans l'inefficacité, puisque vous évoquez le terme directement? Plusieurs choses. D'une part, que ça arrive au bon moment, parce qu'en général, on va se faire soigner au moment où ça va au pire. Donc là, sur la moitié des cas, des lombalgies sont récurrentes. Et pour les autres douleurs musculo-squelettiques peuvent être un peu pareilles. Donc on va arriver au pic, et puis forcément, ça va aller mieux. Donc
Il y a de ça, il y a l'escalade de l'engagement tout simplement. En fait, c'est un vrai coup cognitif de se dire non, j'y suis allé, j'aurais pas dû y aller, etc. Il y a tout ce côté rituel qui est ancré. C'est, je pense globalement ça. Oui, pourquoi il y a il y a il y a cet effet waouh, truc de je suis allé voir quelqu'un, il avait tout compris, il a compris mon corps, il m'a dit des choses qui étaient incroyables. Avec un petit côté de suggestion, et beaucoup sont mentalistes sans le savoir en fait, arriver à deviner des choses avant que les gens leur disent, ou alors la stratégie du tir à petit plomb, c'est-à-dire on va balancer 3-4 petites choses qui sont possibles, et puis on va retenir que le truc, ah ouais, il a découvert que j'avais une césarienne, en fait elle a demandé, c'était par voie basse, non c'était pas voie basse, et puis en fonction de comment la personne répond, et puis du coup l'effet waouh va être tellement fou, il a deviné, et tu sais que et à ce côté-là, on pose les mains ici, et puis on dit vous avez eu cette entorse à droite, 2 entorses à gauche, alors, qui est physiologiquement pas possible, mais avec ce petit truc-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autosuggestion chez les ostéopathes, y compris le fait de sentir vraiment, et de toute bonne foi. Ils ont l'impression de sentir le mouvement respiratoire primaire, de toute bonne foi. Donc, et pareil dans cette relation qui s'instaure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.